le convertisseur analogique numérique du PIC 16F877. Nous avons ici un tableau comparatif entre le PIC 16F876 et le 877. On va aller directement au module convertisseur. Donc, il s'agit d'un convertisseur analogique numérique de 10 bits. Pour le 876, il présente 5 entrées analogiques, alors que pour le 877, il présente 8 entrées analogiques. En consultant le bloc diagramme, on voit ici le module du convertisseur analogique numérique de 10 bits. Il est en relation avec le port A et le port E. Voyons de plus près le port A et le port E. Pour la broche RA0, on remarque que c'est une broche multiplexée. On peut l'utiliser comme entrée-sortie digitale et on peut l'utiliser également comme entrée analogique. Donc, AN0, c'est une entrée analogique de numéro 0. Donc, pour le convertisseur 877, nous avons 8 entrées analogiques. Nous avons AN0, 1, 2, 3 et 4. Ils font partie du port A. Pour les 3 autres, nous avons AN5, 6 et 7. Ils font partie du port E. Remarquez également que la broche RA2 qui peut être utilisée comme entrée-sortie digitale ou bien comme entrée analogique numéro 2, on peut l'utiliser également pour appliquer une tension V référence moins externe. De même pour la broche RA3. Elle est utilisée comme entrée-sortie digitale, comme entrée analogique numéro 3 et on peut l'utiliser également pour V référence plus qu'on va appliquer à l'extérieur du circuit intégré. Au passage, on vous fait remarquer que le 16F877 contient 4 pages au niveau de la RAM. Donc, il faut 2 bits de sélection pour les pages. Nous avons RP0 et RP1. Dans le cours, nous avons vu qu'un convertisseur analogique numérique présente les entrées-sorties suivantes. Premièrement, nous avons l'entrée Vin qui est la tension analogique à convertir. Nous avons VRF+, que nous avons fixé à 5 volts. Nous avons VRF- que nous avons fixé à 0 volts. Et le résultat de la conversion
on va la retrouver au niveau des bits de sortie. Ici, on va parler maintenant du convertisseur analogique numérique du PIC 16F877. Donc, nous avons le convertisseur proprement dit et nous avons ici la tension analogique à convertir. La tension à convertir est issue de la sortie d'un multiplexeur analogique 8 voies. AN0, 1, 2, 3, jusqu'à 7. Pour sélectionner une voie parmi 8, nous avons ici les entrées d'adressage ou bien les entrées de sélection. CH0, CH1 et CH2. Donc, 6 bits de sélection, les voilà, ils font partie du registre ADCON 0. Pour VRF+, nous avons le premier choix, c'est la sélection de VDD qui est une tension interne au circuit intégré. Le deuxième choix utilise une tension VRF+, qui est extérieure au circuit intégré. Pour VRF-, le premier choix, nous avons VSS qui est à l'intérieur du circuit intégré. Le deuxième choix de VRF-, c'est une tension appliquée à la broche RA2. Donc, c'est une tension qui se trouve à l'extérieur du circuit intégré. Pour choisir VRF+ et VRF- soit interne, soit externe, nous avons 4 bits qui font partie de la configuration du convertisseur analogique numérique. Ce sont les bits PC, FG0, 1, 2 et 3. Ces bits, les voilà, ils font partie du registre ADCON 1. Une fois que la conversion est terminée, le CAN enregistre le résultat dans le registre adresse L et adresse H. Le constructeur nous informe que le convertisseur analogique numérique est les deux types à approximation successive de résolution 10 bits. Il est composé d'un multiplexeur analogique 8 voies et d'un échantillonneur bloqueur. Ici, nous avons le tableau de configuration puisque nous avons 4 bits PC FG0 jusqu'à PC FG3. Donc, cela nous fait 16 combinaisons possibles. Maintenant, on va voir
quelques configurations. Remarquez bien ici que nous avons l'entrée analogique 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ce sont les entrées analogiques. Ici nous avons VRF+, VRF-, d'accord? Donc si nous choisissons cette combinaison 0, 0, 0, 0, toutes les entrées analogiques sont configurées comme entrées analogiques. Et VRF+ est prise au niveau de VDD qui est interne. De même pour VRF-, il est égal à VSS, il est à l'interne du circuit intégré. Il est prise de l'interne du circuit intégré. Donc nous avons 8 entrées analogiques. Si nous choisissons la combinaison 0, 0, 0, 1, nous avons 7 entrées analogiques. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entrées analogiques. Et l'entrée analogique 3 qui correspond à la broche RA3, il est réservé pour V-référence plus. Donc, on va prendre V-référence de l'extérieur du circuit intégré. Donc, voilà RA3 qui correspond à l'entrée analogique 3. C'est ici que nous avons pris V-référence plus. Et nous l'avons mis à 10 volts. On confirme que VRF+, c'est la broche RA3. Par contre, VRF-, c'est VSS, c'est de l'intérieur du circuit intégré. Donc, nous avons ici 7 entrées analogiques. La 8e entrée analogique, on l'a réservée pour VRF+. Maintenant, si nous choisissons la combinaison 1, 0, 0, 0, donc nous aurons 6 entrées analogiques. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. VRF+, il est prise au niveau de la broche RA3. On l'a mis à 10 volts. VRF- est prise au niveau de la broche RA2. Voilà, et on l'a mis à la masse. Concernant les registres qui interviennent dans la configuration du convertisseur analogique numérique, nous avons ADCON 0. Les bits ADC S0 et S1 sont utilisés pour la sélection de la fréquence de l'horloge de conversion. Les bits CHS0, 1 et 2 sont utilisés pour la sélection de la voie analogique. Le bit GO-DAN, on va le positionner à 1 lorsqu'on veut lancer la conversion et le CAN va le remettre à 0 à la fin de l'opération de la conversion. Le bit add-on, elle permet d'activer l'utilisation du convertisseur analogique numérique. On vous fait remarquer pour la partie logicielle qu'il ne faut pas activer le bit go-dan et le bit add-on en même temps.
Maintenant, pour le registre ADCON 1, le bit 7 ADFM, elle sert pour la justification du résultat soit à droite, soit à gauche. Pour les bits PCFG0 jusqu'à PCFG3, ce sont des bits pour la configuration des différents cas possibles. Nous avons dit que la résolution du CAN est de 10 bits et le résultat sera stocké dans le registre adresse L et adresse H. Puisque adresse L et adresse H, ce sont deux registres de 8 bits, le premier cas, lorsqu'on donne ADFM est égal à 1, on aura une justification droite. Donc, adresse L contient 8 bits et les 2 bits restants, on va les chercher au niveau du registre adresse H. Par contre, si nous prenons ADFM égale à 0, nous aurons une justification gauche. Les 8 bits du côté MSB seront enregistrés dans le registre adresse H et les 2 bits restants, on va les récupérer au niveau du registre adresse L. ADFM est égal à 1, donc nous avons une justification droite. ADFM est égal à 0, nous aurons une justification gauche. La conversion se passe en deux temps. Le premier temps, le signal à convertir est appliqué sur l'entrée à convertir. Ce signal doit être présent au moins pendant le temps d'acquisition et le temps d'acquisition il est environ 20 microsecondes pour 5 volts. Le deuxième temps, comme nous avons un convertisseur à approximation successive, le temps de conversion minimum est de 12 TAD. TAD, c'est le temps de conversion dépendant de l'horloge interne. Typiquement, il est de 1,6 microsecondes. On doit respecter ces temporisations, sinon on aura un mauvais fonctionnement du CAN. Entre l'entrée analogique du circuit intégré et le convertisseur analogique numérique, il y a l'échantillonneur bloqueur. Cet échantillonneur est représenté par un interrupteur S et d'un condensateur C. Lorsqu'on veut prendre un échantillon de la tension VA, c'était la tension analogique, on va fermer S et le condensateur va se charger à une valeur donnée. Après avoir pris un échantillon de la tension analogique, on va ouvrir S. Ouvrir l'interrupteur S, cela revient à isoler le condensateur de la tension d'entrée analogique. Donc, la tension aux bornes du condensateur va rester constante
c'est la tension échantillonnée VE. C'est elle qui sera convertie par le CAN. Après avoir pris un échantillon de la tension analogique VA, on va ouvrir l'interrupteur S. Ouvrir l'interrupteur S, cela revient à isoler le condensateur de la tension analogique VA. Donc, la tension aux bornes du condensateur va rester constante. C'est la tension échantillonnée qui sera convertie par le CAN. Remarquez bien que VE elle est constante alors que VA continue d'évoluer. Le temps que prend le CAN pour convertir la tension échantillonnée à une valeur numérique s'appelle le temps de conversion. Après le temps de conversion, on ferme S pour prendre un nouveau échantillon de la tension analogique. Fermer l'interrupteur S, cela revient à mettre en liaison le condensateur C avec la broche qui contient la tension analogique. On remarque dans le chronogramme que VE se trouve ici, alors que VA il a une valeur très supérieure par rapport à VE. Donc, le condensateur va se charger en essayant de rattraper la tension VA. Une fois que la tension au bord du condensateur a rattrapé la tension analogique à convertir VA, à ce moment-là, on peut prendre un échantillon de la tension VA. Le temps que prend VE ou bien la tension au bord du condensateur pour rattraper la tension analogique d'entrée s'appelle le temps d'acquisition. Il est important de respecter le temps de conversion et le temps d'acquisition, sinon on aura des problèmes de fonctionnement. Une fois que nous avons pris un échantillon de la tension VA, on va ouvrir l'interrupteur S. Cela revient à isoler le condensateur de la tension VA qui continue d'évoluer. Donc, la tension échantillonnée, elle reste constante. Et à ce moment-là, le CAN peut opérer à la conversion de la tension VE. Le temps que ça prend s'appelle le temps de conversion et le cycle recommence.